En fait, je suis venue sur ce sujet-là parce que, étant confrontée aux soins, et notamment aux soins sous anesthésie générale, je me suis rendu compte que la prévention était complètement délaissée. Bon, évidemment, je suis plus très jeune, ça date un petit peu d'une vingtaine d'années, et je suis très contente d'ailleurs que ça ait changé, parce que ça a changé. C'est pas encore suffisant, mais on a vraiment posé des choses claires, des règles qui permettent à tout établissement, s'il le souhaite, d'améliorer sa démarche d'accès aux soins et d'accès à l'hygiène. L'accès à l'hygiène, c'est la clé. Quand vous prenez un patient autiste tout jeune, si vous lui apprenez à se brosser les dents tout jeune, il va se brosser les dents jusqu'à la fin de ses jours. Si vous ne commencez pas tout jeune, forcément ça va devenir de plus en plus compliqué. Et en plus, on sait que les patients handicapés, alors c'est très variable suivant les handicaps, mais on sait très bien que c'est des patients qu'on va avoir du mal à apparier, qu'on va avoir du mal à compenser la perte. Donc c'est très très important de travailler en collaboration avec tous les autres professionnels de santé. Et ce qui nous manque actuellement, c'est pas tellement la capacité de soigner, c'est passer le message, se battre contre les idées reçues, ne pas écouter quand on vous dit « ah ben non, il ne peut pas se brosser les dents ». Il y a toujours un moyen, on peut faire des protocoles adaptés. Au minimum, on va faire peut-être un petit geste avec une compresse, nettoyer régulièrement. Mais toutes ces choses-là, mises bout à bout, ça va complètement changer la vie de la patiente handicapée. Parce qu'un patient handicapé qui n'a pas de dents ou qui perd des dents, c'est un patient handicapé qui marche moins bien, c'est un patient handicapé qui a plus de mal à s'exprimer, c'est une personne en situation de handicap qui va moins bien communiquer. Ce sont des patients qui ont malheureusement souvent du mal à exprimer leurs besoins. Et les personnes qui les entourent, malgré toute leur bonne volonté, ont parfois du mal à repérer ces besoins. Donc la prévention, c'est juste impossible de ne pas y penser. Et en plus, on sait, on n'a plus besoin de faire d'expérience. On a déjà les chiffres. On sait très très bien que la prévention, ça marche. On n'en est plus là. On en est à mettre en place les mesures pour que toutes ces personnes puissent bénéficier d'une bonne hygiène et donc de moins de soins. En fait, j'y suis venue progressivement. J'ai eu un engagement à mon niveau d'abord, et puis départemental, comme je vous ai expliqué. Ensuite, je suis venue au national parce que ça m'intéressait vraiment de développer ces actions sur le handicap. Au passage, évidemment, ça a touché évidemment la dépendance, les personnes âgées. De toute façon, maintenant, on ne parle plus de personnes en situation de dépendance, on parle de handicap. On parle de dépendance plus identifiés, et on ne fait pas forcément la différence entre les patients qui ont un handicap et les patients qui sont âgés. Donc on parle vraiment de dépendance. C'est sûr que les programmes en EHPAD sont un petit peu différents de ceux qu'on va faire dans les établissements de personnes handicapées. Il va falloir s'adapter à chaque image et à chaque établissement, mais en même temps, c'est la même démarche. Et moi, au niveau national, je suis super fière du chemin qu'on a fait. Moi, j'ai commencé à faire des petits dépistages dans les établissements, et c'est tout juste si on nous écoutait. Maintenant, on arrive à former des équipes, on arrive à mettre des protocoles en place, on arrive à avoir un circuit de soins pour un établissement. Donc c'est juste waouh, quoi. Et ça marche très très bien. Donc ça, j'en suis très fière. Pour moi, ce qui est important, c'est que les patients prennent conscience qu'ils ont la maîtrise de leur risque carieux, et que s'ils viennent avant, ils n'auront pas de carie. Ça, c'est la première idée reçue qu'on doit combattre. La deuxième, c'est les vieux, ils n'ont pas besoin de prothèse. Ça, c'est vraiment terrible de penser ça. Et des fois, c'est même les personnes âgées elles-mêmes qui vous disent « Ah ben non, je n'ai pas d'appareil parce que vous comprenez, je ne vais pas vivre longtemps. » D'abord, c'est pas vrai, la plupart du temps, ils vivent beaucoup plus longtemps que ce qu'ils croient. Et en plus, on sait très bien que ne pas mettre d'appareil dans le bon moment, ça va augmenter le risque de dénutrition, augmenter la perte de force musculaire, augmenter les choix alimentaires qui ne vont pas être bons, diminuer la capacité de communication de la personne, et ça va augmenter le facteur de chute. Quand on sait que le facteur de chute, il y a plein de personnes âgées qui tombent, qui se cassent un col du fémur, machin, et qui après vont devoir rentrer en établissement parce qu'ils ne pourront plus rentrer chez eux,
Voilà. Pourquoi on ne fait pas plus de prévention au niveau des EHPAD? Ça, c'est une vraie idée reçue. La troisième idée reçue que moi je combats, c'est que la personne handicapée, on ne peut pas la soigner. Ça aussi, c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Après, est-ce qu'on peut lui faire exactement les mêmes soins qu'à tout le monde? C'est sûr que c'est plus mitigé, mais il ne faut jamais laisser tomber. Et puis, on peut être très surpris. Il ne faut pas avoir de blocage. Moi, j'ai fait des appareils à des personnes où on pensait qu'on ne pourrait pas les appareiller, ils les ont gardés. J'en ai fait d'autres à des personnes qui ne les ont pas gardés. C'est vrai, mais il faut essayer, il faut y croire. Et si on y croit, on peut faire pas mal de choses. J'en ai plein, parce que ça fait longtemps que je suis dans l'associatif, mais je ne vais pas pouvoir choisir plus un que l'autre. Je vais rester sur la fête des 50 ans. Parce que les 50 ans de l'UFSBD, on a fait une fête au niveau national, on a fait une fête au niveau local. Et franchement, la fête au niveau national, c'était très chouette, mais la fête au niveau local, ça l'était encore plus. Croiser tous ces gens qui ont participé à l'UFSBD depuis justement 50 ans, avoir les anciens, croiser les nouveaux, se rendre compte qu'il y a des choses qui ont changé, mais finalement, la force qu'on a et l'envie qu'on a de le faire, elle n'a pas tant changé que ça. Constater les progrès, parce qu'ils sont réels. Il faut bien voir qu'au début, dans les premières années, on a fait du dépistage, c'était quasiment de l'abattage. Aujourd'hui, on fait des actions ciblées, beaucoup plus cadrées, mais en même temps, quelle fierté du résultat, quoi. Quelle fierté. Ouais. Non, la prévention ne va pas vider les cabinets, elle n'a pas vidé le mien. Et pour cause, les patients apprécient qu'on s'occupe d'eux, apprécient qu'on mette en place des choses qui les guérissent, qui les sortent d'un cercle infernal parfois. Et en plus, le risque carieux, il est très variable suivant les personnes. Bien sûr qu'il y a des gens qui n'auront jamais de carie, mais il y en a qui, malgré les précautions qu'ils vont prendre, vont quand même être en difficulté. Et ça ne va pas disparaître. Peut-être ça va changer un peu notre exercice, mais ça nous rend aussi, ça nous donne un exercice où on est quand même satisfait du résultat, parce qu'on voit des patients qui reviennent sans carie, avec une amélioration. Oui, ça va entraîner de la gestion, bien sûr. La difficulté, elle ne vient pas de là. On a peur que ça vide nos cabinets. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on ne sait pas se faire rémunérer cette prévention qu'on fait tous les jours. Tous les praticiens le font, c'est un acte qui n'est pas rémunéré. Et ça, c'est ça qui met la position difficile pour les praticiens. Parce que si demain, le temps que je vais passer avec telle famille pour comprendre pourquoi leur enfant a des caries, en constatant qu'ils en ont aussi, que l'aîné en a déjà, que les parents, il y en a un qui a plus de problèmes, tout ce temps que je passe, il n'existe pas sur la cotation. C'est ça qui n'est pas normal. Et c'est pour ça que les praticiens ont peur de ne pas gagner leur vie. Actuellement, on sait que pratiquement 80% de la population des enfants n'a pas de besoin. Par contre, on en a 20% qui ont des gros besoins. Pour aller sur ces cibles-là, il ne faut pas qu'on utilise les moyens qu'on a utilisés jusqu'alors parce qu'ils sont inefficaces. Il faut qu'on ait une prévention qui soit beaucoup plus large. Il faut qu'on touche les parents, il faut qu'on touche les enseignants, il faut qu'on touche les infirmières, les PMI, les femmes enceintes. Pourquoi on a ce type d'action groupée? C'est parce qu'on sait que pour que l'enfant n'arrive pas avec des caries à 6 ans, il faut que tout le monde ait compris avant comment il peut ne pas le faire. Ces actions ciblées, on les a expérimentées, on a fait plein de choses. Maintenant, on sait comment les faire, on sait comment ça marche, on sait où aller, comment. L'action nationale, elle donne ça, elle donne tous les guides. Après, le praticien devant les enfants, c'est toujours un praticien devant les enfants. Mais au moins, on a une action où on n'oublie pas des choses, parce que c'est des fois compliqué dans son département de penser à tout. Les documents qu'on va donner à l'UFSBD nationale vont aider chaque personne à travailler et à travailler bien sûr. Après, il y a quand même une certaine liberté là-dedans. Mais c'est mieux cadré, je pense, parce qu'on profite aussi des expériences des autres. Bien sûr que chaque département fait à sa façon, fait remonter ses propres impressions. Ça nous fait modifier éventuellement les structures qu'on va donner ou les documents qu'on va donner. On les fait vivre avec les expériences des autres et tout le monde peut en profiter. Si on est tout seul dans son coin, ça ne peut pas marcher.
Moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est d'avoir la sensation de faire avancer les gens et qu'ils aient compris comment ils avancent. Et quand je réussis ça, là, je suis super fière.